Bienvenue dans cette deuxième émission des rencontres Amrail 2013. Je recevrai Hervé Houdard, directeur général de CIACI Saint-Honoré, Philippe Rocard, directeur général d'AXA Corporate Solutions. Et nous commençons tout de suite avec François Mallan, administrateur Amrail, pour parler de la place et du rôle du Risk Manager en 2013. François Mallan, bonjour. Vous venez de finir l'atelier sur le thème Risk Manager qui es-tu? Alors c'est une question qu'on se pose et que les internautes se posent aussi. Qui est le Risk Manager? Bonjour, écoutez, le Risk Manager, il n'y a pas un Risk Manager, il y a plusieurs facettes au métier de Risk Manager. En fait, il y a trois grandes facettes au métier de Risk Manager. Il y a le Risk Manager qui fait de l'assurance et de la prévention. Il y a le Risk Manager qui fait de l'ERM, donc de l'identification, gestion des risques. Et puis il y a celui qui fait les deux volets. D'accord. En gros, on peut dire qu'un tiers des Risk Managers fait l'assurance prévention, un tiers l'ERM et un tiers fait les deux. D'accord. Dans la typologie des différents métiers, quelle évolution vous avez vue justement sur ces proportions un tiers, un tiers, un tiers depuis le dernier baromètre qui était en 2011? La proportion et cette stabilité en 2011, elle est en train d'évoluer. Le Risk Manager aujourd'hui, de plus en plus, recouvre les deux volets. Donc on a de plus en plus de RM qui font à la fois de l'assurance prévention et de l'ERM. Pour une simple et bonne raison, c'est que les entreprises aujourd'hui essayent d'avoir des gens qui sont polyvalents et de ne pas multiplier en fait, les postes. D'accord, donc c'est un effet crise, un effet de coût? C'est un effet crise et puis c'est aussi un effet, je dirais, naturel, puisque le Risk Manager doit travailler à la fois avec la fonction identification des risques et la fonction transfert. Donc c'est un mouvement naturel. D'accord. Au sein de l'Amrail, vous avez cette même typologie. Comment les différents métiers interagissent? Comment les différents managers justement s'échangent des informations entre ceux qui sont dans le tiers uniquement ERM et les autres par exemple? Effectivement, c'est deux grandes familles qui coexistent au sein de l'Amrail. Alors ça a été effectivement aussi apprendre à se connaître, puisque la grande majorité des risk managers venaient initialement de l'assurance. Et ils sont venus en fait au risk management quand la fonction s'est développée il y a une dizaine d'années. Donc les deux fonctions sont représentées au sein de l'Amrail. Et donc il y a eu une première action qui a été de mieux se connaître, qu'on se parle. Et donc, des risk managers qui étaient essentiellement assurance ont évolué vers des fonctions assurance risk management. Donc, ça a permis aussi de créer des passerelles. D'accord. Sur la position dans l'entreprise du risk manager, est-ce qu'il y a une évolution entre 2011 et 2013? Est-ce qu'une meilleure reconnaissance, peut-être une place à part? Alors, la place du risk manager, elle n'est pas encore tout à fait définie dans l'entreprise. Elle dépend aussi beaucoup de l'entreprise, de sa culture, de sa maturité, de son histoire. Aujourd'hui, le risk manager, il est positionné à des niveaux différents dans l'entreprise. On remarque que les risk managers qui font plutôt de l'assurance sont positionnés à des niveaux plutôt N-2 en rattachement. Ils sont plutôt rattachés à des directions juridiques, alors que ceux qui font de l'ERM sont plutôt rattachés à des N-1 COMEX et sont plutôt rattachés à des directions financières, soit même carrément aux directions générales. Donc il y a encore une dichotomie, mais qui est en train de se gommer. Qui se gomme plutôt dans le sens justement d'un rapprochement de la direction générale et du COMEX? Tout à fait. L'approche des risques aujourd'hui, c'est un point important pour les directions générales. Donc, elles considèrent qu'effectivement, la gestion des risques est une fonction aujourd'hui à part entière. Avant, c'était plutôt un accessoire d'une fonction. Aujourd'hui, c'est une fonction à part entière. Et donc, effectivement, il y a des directions de risk management qui se créent, alors par le regroupement de fonctions et de directions existantes. Mais c'est vrai que la direction générale aujourd'hui a une meilleure connaissance de la gestion des risques et de ce fait-là, il y a une plus grande reconnaissance. Alors il y a encore du travail, il y a encore du chemin, mais le chemin est engagé. Très bien, François Mallan, je vous remercie. Dernier point, juste avant de nous quitter, c'est cette année en 2013 que sortira le panorama, donc d'ici quelques mois, c'est ça? Le baromètre 2013 va sortir, effectivement. Le dernier que l'on a, c'est 2011. Et donc, je pense que ces tendances qu'on vient d'évoquer ensemble seront matérialisées par des chiffres. François Mallan, je vous remercie. Nous allons maintenant retrouver Romain Beausoleil, le rédacteur en chef de la Tribune de l'Assurance, pour parler des grands risques. Bonjour Romain, donc dans la Tribune de l'Assurance du mois de février, vous signez un dossier évidemment consacré aux grands risques. Et dans ce dossier, vous révélez un paradoxe sur la supply chain.
Oui, absolument. Ce dossier signé Stéphane Tuffery, le grand spécialiste des grands risques à la Tribune de l'assurance, on relève ce paradoxe sur la carence fournisseur, puisque c'est la préoccupation numéro 1 des risk managers aujourd'hui. Or, il y a très peu d'offres disponibles sur le marché, du fait d'une multiplication des sinistres coûteux pour les assureurs. Bon nombre de porteurs de risques sont partis de ce marché et ne proposent plus d'offres. Et donc les risk managers sont confrontés à un manque de capacité. Donc c'est un réel problème. Or, on le sait aujourd'hui, il y a pléthore de capacités sur les branches classiques que sont le dommage, la RC. Donc c'est un vrai problème pour les risk managers qui en parlent. C'est le sujet numéro 1 ici à Lyon lors de ces rencontres. Et c'était déjà le sujet numéro 1 l'année dernière, donc c'est quoi? Manque de réactivité des assureurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été très réactifs pour inclure des exclusions, des sous-limites. Ça, on peut pas ils ont été très réactifs sur le sujet. Par contre, pour proposer des nouvelles offres adaptées aux besoins des risk managers, c'est un peu plus compliqué. Il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, c'est très compliqué. Les chaînes logistiques mettent en jeu plusieurs acteurs. C'est très compliqué à tarifer, à modéliser. Donc ça prend du temps aussi pour sortir des nouveaux produits sur cette branche. Mais oui, il y a clairement un manque d'appétence des assureurs pour aller sur cette branche-là. Il faut savoir aussi que dans le cas de la Thaïlande, on en parlait l'année dernière, les 2/3 du sinistre en fait, est lié à des carences fournisseurs. Donc ça coûte très cher aux assureurs. Ils font très attention à leurs expositions, on peut le comprendre, mais il faut aussi comprendre que le besoin numéro 1 des risk managers aujourd'hui, c'est de pouvoir se couvrir efficacement sur ces garanties. Paradoxe que vous révélez, par contre, les capacités reviennent sur d'autres risques. Il y a un risque qui est surcapacitaire, avec peu d'appétit finalement des risk managers, le risque écolo. Les risques environnementaux? Ouais. Oui, il y a beaucoup d'offres, de nouvelles offres. C'est une branche qui a le vent en poupe. On en parle dans l'enquête de Géraldine Bruguère. C'est clairement une branche qui intéresse les assureurs grand risque et les assureurs qui ont des ambitions sur le middle market. Il y a eu un changement réglementaire qui pousse aussi pour les risk managers à se couvrir. Or, aujourd'hui, l'acte d'achat n'est pas encore entré dans les mœurs. Donc ça va prendre du temps, il faut beaucoup de pédagogie de la part des assureurs, des courtiers qui s'emploient énormément dans ce domaine. Mais clairement, il y a ce paradoxe où sur cette branche, on a la capacité, mais le besoin ou l'acte d'achat n'est pas encore enclenché, contrairement à la carence fournisseur où clairement le besoin est criant et les courtiers ne trouvent pas les capacités adéquates. Très bien. Petite info peut-être, la une du prochain numéro, vous faites un dossier sur? La une du prochain numéro, donc le numéro de mars, sera consacrée aux agents généraux. On a réalisé une grande cartographie des 10 plus grands réseaux de France, où on dévoile beaucoup de chiffres, beaucoup de tendances sur cette profession. Donc vous savez, il y a 12 000 professionnels agents généraux en France, et donc on fait un point complet de ce métier. Donc après les grands risques, les risques de petites entreprises et particuliers. Voilà, puisque c'est un relais de croissance aussi pour les agents généraux qui sont confrontés à une grosse concurrence de la banque assurance sur le risque du particulier, qui doivent se orienter sur des risques professionnels, de TPE, de PME. D'ailleurs, on le voit aussi les grands risques s'y intéressent. Et donc, c'est un marché sur lequel on va s'intéresser pour le prochain numéro. Merci Romain pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant recevoir sur le plateau de News Assurance Pro Philippe Rocard, un assureur qui va nous parler justement de l'année 2012 d'AXA CS et de ses ambitions. Monsieur Rocard, bonjour. Donc je vous reçois sur le plateau. Est-ce que vous pourriez me parler de cette année 2012 qu'a vécu AXA Corporate Solutions? Alors l'année 2012, c'est quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que le groupe a confirmé que la place centrale que AXA Corporate Solutions se jouait au sein du groupe AXA, et en particulier, il nous a confirmé comme centre d'expertise, par exemple centre d'expertise en risque consulting. Il y a aujourd'hui plus de 150 ingénieurs de risk engineering au sein d'AXA Corporate Solutions, et ils forment la base et la force en fait du groupe AXA en termes de risque consulting, et tous les ingénieurs au sein du groupe ont maintenant pour référence AXA Corporate Solutions et AXA Matrix, notre entité sur le risque consulting. De même, pour les PME, par exemple lyonnaises, qui sortent des frontières de la France et vont s'installer en Suisse, en Italie ou n'importe où ailleurs dans le monde, jusqu'ici, AXA France ne pouvait pas les accompagner, et depuis un an, nous avons mis en place un service pour que notre réseau international puisse les accompagner. Et donc, nous prenons en charge ces PME à l'extérieur de France, et ainsi, AXA France peut continuer à garder ses clients, et ceci, nous le faisons dans tous les pays où AXA est installé. Donc, nous sommes le fournisseur
fournisseur de réseau international pour nos équipes européennes ou mondiales au sein d'AXA. Alors là, je reconnais le message un petit peu d'AXA France, de Nicolas Moreau. Finalement, vous offrez des services. Le principe, c'est ça, c'est que vous offrez véritablement les services aux entreprises. On offre un service, et même parfois on voit plus loin, c'est-à-dire que dans certains pays, comme des pays lointains, des pays à fort développement, des pays émergents, les entités AXA sont plus focalisées sur le risque du particulier, prennent leur part de marché sur le risque de particulier, ont besoin de compétences sur le risque d'entreprise, et AXA Corporate Solutions vient leur fournir cette expertise. Et ainsi, nous avons signé l'année dernière plus de 17 partenariats avec des entités AXA pour développer le risque corporate, le risque des entreprises dans ces pays qui ont aujourd'hui un développement de 10, 15, 20% de leur marché. J'ai pas mal parlé depuis ces rencontres à Marais avec les assureurs. Vous êtes nombreux finalement sur ce créneau. Cette internationalisation des PME, des ETI, des grands groupes, vous saviez faire, mais finalement, vous descendez le niveau de service à des structures un peu plus petites. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un encombrement à un moment ? Il doit nécessairement y avoir une articulation avec les entités. Dans un groupe comme AXA, AXA est fortement implanté dans toutes les régions françaises, auprès des petites PME, des TPE, des artisans, et au niveau des PME à travers le réseau d'AXA France. Ce réseau, c'est un réseau de courtiers, c'est aussi un réseau d'agents généraux, et le chiffre d'affaires d'ailleurs d'AXA Entreprises est à peu près équitablement réparti entre les agents généraux et les courtiers. Mais ces PME, ou ces entreprises qui sont en train de sortir de la PME pour devenir des entreprises internationales ont aussi des besoins spécifiques qu'ils ne sont pas forcément faciles à satisfaire sur une base purement locale. C'est le cas si elles vont à l'international, on vient de l'évoquer, il faut savoir les accompagner, les rassurer sur la qualité de leur assurance à l'extérieur du marché français. Et puis aussi sur certaines garanties, elles ne le trouvent pas forcément dans les polices très standardisées qui existent sur ces marchés et sur lesquelles nous avons pu développer avec les très grandes entreprises des approches qui maintenant sont plus familières et que l'on peut faire descendre progressivement vers des entreprises de taille plus petite. Il y a un enjeu, j'imagine, de rentabilité de process, parce que adapté à des gens qui auront des primes forcément un peu moins élevées, des process qui étaient dédiés à des grands comptes, vous faites comment? Vous industrialisez en fait les process? D'abord, ce mouvement vers un certain nombre de ces entreprises n'est pas un mouvement pour changer fondamentalement la rentabilité. Il n'y a pas de naïveté à avoir. Un segment ne peut jamais être beaucoup plus rentable qu'un autre segment. Très vite, il y aurait un rééquilibrage qui se produirait. Donc globalement, ça n'est pas ça qui est recherché. En tout cas, pour une entreprise comme AXA Corporate Solutions, c'est plus la diversification qui est faite par le fait de travailler sur l'ensemble du segment, que ce soit des entreprises importantes ou que ce soit des entreprises un peu moins importantes, mais néanmoins actives à l'international. Quand on parle de ces activités pour AXA Corporate Solutions, ce sont des sociétés qui ont 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sont déjà des entreprises conséquentes. Il n'est pas rare qu'elles soient présentes dans 10, 15 pays à l'extérieur de la France même. Donc clairement, des besoins différents, une diversification offerte pour l'assureur et la capacité pour l'assureur en compensation à apporter des techniques à la fois de prévention des risques et à la fois d'accompagnement en termes d'assurance supérieures à ce qu'elles peuvent rencontrer dans le monde de la petite PME. Alors quand j'ai commencé cette interview, je vous parlais de l'année 2012, je m'attendais à... Peut-être pas des chiffres, on sait que c'est le 21 février quand le groupe donnera ses chiffres que vous pourrez nous donner des chiffres précis, mais des tendances quand même. Vous avez vécu quel type d'année? Une forte sinistralité, Sandy, pas Sandy? On peut vous donner quelques éléments. Vous savez que les comptes seront présentés dans quelques jours. Donc c'est plus les éléments de chiffre d'affaires. Et là, c'est aussi de bonnes nouvelles, puisque le chiffre d'affaires pour AXA Corporate Solutions va progresser de l'ordre de 4% cette année. 4% dans une crise économique qui est très forte et qui touche de très nombreux clients dans nos domaines d'activité. Donc clairement, notre objectif était inférieur à celui-ci. Nous avons dépassé cet objectif et on a réussi, je dirais, à le faire en ayant une stratégie assez diversifiée, puisque notre stratégie, elle est sur 3 pôles. Le premier, c'est d'accompagner les grandes entreprises à l'étranger et aussi de souscrire à l'étranger de ces entreprises dans les pays émergents. C'est tout ce que je vous évoquais sur l'Asie, sur l'Amérique latine, sur le pourtour méditerranéen, où il y a des entreprises qui ont des besoins et nous avons pu rencontrer ces besoins pour un certain nombre d'entre elles. Donc un premier axe, un premier tiers qui est le développement dans les pays émergents, un deuxième tiers qui est auprès de ces entreprises juste au-dessus du seuil des grandes ETI, des grandes entreprises à taille intermédiaire que nous appelons aussi upper middle market, et donc des entreprises entre 5000 personnes et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis enfin, troisième segment, le segment des très grandes entreprises sur lequel on a continué à être actif et on a pu remporter quelques beaux contrats. Donc la somme de ces 3 tiers nous permet d'avoir une progression de 4%, qui est une progression satisfaisante dans un marché difficile en termes d'activité économique. Et un point
sinistralité, alors vous maintenez un ratio combiné correct? Point de sinistralité, et là pour le coup il faut attendre les chiffres qui sont présentés. Vous savez que les ratios tendance, combinés vous êtes ont un au-dessus, vous lien êtes en assez dessous. direct avec les résultats d'exploitation. Donc là, il ne peut pas y avoir de communication avant la bonne date. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera assez proche des objectifs. L'année 2012 a été caractérisée par quelques branches très touchées, je pense notamment au volet maritime. Il y a eu beaucoup de naufrages de bateaux. Les statistiques montrent de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, 16% de plus de naufrages de bateaux l'année dernière. Ça a une conséquence sur la branche corps de navire et aussi sur la branche cargo, le transport des facultés maritimes. Donc clairement, Sandy est venu rajouter à cela sur les ports du nord-est des États-Unis un impact très fort. Donc globalement, cette branche-là a souffert en termes de résultats techniques. Donc vous ne serez pas surpris d'y voir des résultats qui seront moins favorables. D'autres branches ont souffert, les branches longues, du fait que les taux d'intérêt financier étaient plutôt bas. Et qui dit période basse de taux d'intérêt financier dit difficulté sur les branches longues en termes d'équilibre économique, puisque les placements contribuent à l'équilibre économique de ces activités-là. Donc c'est notamment la RC ou la construction. Et puis enfin, une branche qui a eu des événements naturels, moins que 2011, mais quand même une année riche en événements naturels. Sur le marché, c'est à peu près 50 milliards d'US dollars de catastrophes naturelles. C'est moins que 2011, qui était aux alentours de 100 milliards, mais c'est quand même beaucoup plus que la moyenne des années antérieures. Et donc c'est une année qui a été difficile, mais moins difficile que l'année 2011. Donc voilà quelques orientations sur les résultats qui devraient être assez proches des objectifs. Dernier point, les renouvellements 2013, vous avez eu quelle politique de souscription? Vous avez conservé vous avez réussi à maintenir les bons risques, vous sélectionnez toujours, vous êtes comment? On a poursuivi la même stratégie en fait. L'objectif est d'être cohérent, et d'ailleurs une bonne stratégie, c'est une stratégie qui dure. Donc on a été cohérent avec ce que l'on avait dit et fait des années précédentes. Donc on a continué sur ces sujets. Donc on a continué la recherche de développement sur les pays hébergeants, et on a eu des très très beaux programmes internationaux qui ont pu être signés en Asie notamment en toute fin d'année 2012. On a pu aussi continuer à progresser sur le segment des entreprises dites UMM un peu au-dessus des ETI. Et enfin on a eu quelques satisfactions sur des gros comptes, ce qui fait qu'on est plutôt dans la lignée du chiffre d'affaires de 2012 que j'ai annoncé tout à l'heure, qui sera de plus 4%. Très bien. Philippe Rocard, je vous remercie. Nous allons retrouver Thierry dans les allées des rencontres de l'AMRAE. Bien, tout à fait, Benoît. Je vous propose de vivre derrière moi le déroulement d'un atelier, puisque l'AMRAE, ce ne sont pas que du business ni des rencontres, ce sont aussi des ateliers d'information, ici sur l'aéronautique et l'aérospatiale. Et vous le voyez derrière moi, beaucoup de risk managers et beaucoup d'assureurs sont présents dans ces ateliers. J'ai assisté à l'atelier sur retour d'expérience sur l'inondation en Thaïlande. On prend conscience de la complexité de la gestion d'un tel dossier et l'importance de la participation de tous les acteurs. C'est compliqué, lourd, et la lecture d'une police n'est pas forcément aisée lorsqu'on est confronté à un dossier de cette importance. Alors nous sommes au cœur de l'AMRAE avec Jade Harris, directeur général d'AXA Entreprises. Monsieur Harris, finalement, que venez-vous chercher à cette édition de l'AMRAE 2013 ? Bonjour, écoutez, l'AMRAE, c'est un rendez-vous important pour la profession de l'assurance, c'est un rendez-vous important pour les assureurs, c'est un rendez-vous important pour les courtiers et c'est un rendez-vous important pour les risk managers. Alors on vient avec deux objectifs. Le premier, c'est de sentir l'air du temps, de voir quelles sont les préoccupations à la fois de nos clients et puis des courtiers, les préoccupations du moment. Et puis on vient avec un deuxième objectif qui est de rencontrer nos partenaires courtiers et nos clients, ce que nous aimons faire régulièrement. Eh bien, une fois ces ateliers terminés, les participants rejoignent de nouveau le village derrière moi avant les fameuses soirées courtiers ici très célèbres à l'AMRAE. Merci Thierry et bonne balade donc dans les couloirs de l'AMRAE. Tout de suite, nous passons à la troisième et dernière interview de cette émission avec le directeur général de CIACI Saint-Honoré, Hervé Houdard. Hervé Houdard, bonjour, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. La première question, la plus classique, quelle année 2012 avez-vous vécu chez CIACI Saint-Honoré? Excellente. Excellente, c'est-à-dire, vous pouvez nous en dire plus? Très sérieusement, vous savez, le métier de courtier est très simple. Vous gardez vos affaires, vous les développez, vous en faites d'autres. Alors après avoir dit ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais globalement, c'est ce que les équipes chez nous ont fait, que ce soit les équipes commerciales, les équipes techniques, les équipes de gestion, que ce soit en yard ou en vie. Et de ce fait, tout s'est très bien passé et on a
même dépasser nos objectifs. D'accord, donc en termes de chiffres, ça donne quoi? Vous avez, Oh bien, on devrait sortir un exercice qui frôle les plus 8%, quoi. Toute activité confondue, donc c'est tout à fait honorable dans le contexte actuel. Sur le secteur des grands risques, et justement pour revenir sur le contexte, les tensions économiques de ces 2 dernières années se font encore ressentir justement chez vos clients? Définitivement, oui. Quand on regarde aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une leçon d'économie, mais les entreprises elles-mêmes sont très bousculées, beaucoup plus sans doute que la profession de l'assurance en général d'ailleurs, c'est à souligner. L'expansion internationale des entreprises est limitée. Peu d'entreprises vont sur l'international de manière nouvelle. Il y a très peu d'acquisitions, notamment à l'étranger. La toile se réduit et par conséquent c'est difficile. La concurrence aussi, notamment internationale. Sur ce sujet-là, on a vu que certains risk managers sur certaines thématiques avaient parfois du mal à trouver des capacités. Vous êtes courtier justement, est-ce que les assureurs répondent toujours aussi facilement sur tous les risques, par exemple des risques de supply chain qui sont les grands risques de ces dernières années? Alors pour moi il n'y a pas de problème de capacité, il y a même des surcapacités dans pas mal de domaines. Après malheureusement c'est comme tout, c'est souvent une question de prix. Vous mettez le point sur un sujet, la supply chain, il existe des produits extraordinaires. Il est prévu d'ailleurs dans certains contrats des garanties de supply chain, souvent limitées en capitaux, qui ne répondent pas forcément d'ailleurs aux besoins des assurés. En revanche, il y a une certitude, c'est qu'il y a de la capacité, il y a de la garantie, mais ça vaut un certain prix. Je pense que les assureurs d'ailleurs ont un petit effort à faire dans ce domaine-là, même si c'est pas un nouveau risque, hein, c'est la carence, l'apport fournisseur, c'est pas nouveau, mais c'est sûr que c'est très important, on l'a vu à travers des sinistralités fréquentes. Mais il y a sans doute un petit effort de compétitivité à faire de la part de nos amis assureurs. Ouais, alors justement, les assureurs, ils ont essayé de freiner un petit peu la baisse des prix ces dernières années. Ils nous parlent d'un cycle qui serait à la stabilité, voire certaines remontées. Au niveau du courtier, vous en dites quoi, vous? Oubliez ça. Oubliez, parce que comme je le disais, vous avez la capacité, il y a de la compétition, vous avez une sinistralité relative. Il y a eu, je crois, 60 milliards de dollars de sinistres ou de sinistralité, notamment dans les catastrophes naturelles. C'est important, c'est même très important, mais ça n'a pas fait bouger le marché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez de la capacité, des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs. La finance est un peu retranchée sur des valeurs sûres comme l'assurance. Donc de ce fait, vous avez toutes les capacités nécessaires. Donc à partir du moment où vous avez une conjugaison d'une sinistralité relative et de la capacité, eh bien, vous n'avez pas d'augmentation de prix. D'accord, donc vous le disiez au début de l'interview, important de retenir les clients, développer les affaires et faire des conquêtes sur les renouvellements 2013 et sur les programmes, là, ça se passe comment? Sur les renouvellements directement? Oui, là sur le mois de janvier, vous avez senti quoi? Vous avez réussi à faire il y a quand même un facteur important, c'est que vous avez une situation de marché qui est un petit peu artificielle, dans le sens où les prix n'augmentent pas. En revanche, sur des affaires difficiles, des risques difficiles, des conditions difficiles, il est évident que les assureurs ont fait leur métier et ont voulu réduire parfois le texte des garanties, mettre des franchises, introduire des agrégates. Donc même si les prix restent à l'équilibre et ne bougent pas, il est sûr qu'il y a quand même un phénomène, je dirais, de plus grande surveillance, de plus grande attention. Mais je crois que tout le monde y trouve son compte, surtout avec un bon courtier. Ouais, est-ce que plus que par ailleurs, enfin plus qu'avant, les assureurs font du cas par cas sur les dossiers? Vous sentez qu'ils sont plus réticents? Oui. Réticents, non. Plus attentifs, oui. C'est bien, politiquement c'est beaucoup plus correct. Dernier point, pour CSI Saint-Honoré, les ambitions sur le 2013, c'est les nouveautés peut-être, c'est quoi? Vous savez, tout le monde dit que 2013 va être très compliqué, dramatique. Moi, ça m'attriste un peu parce que c'est le moment ou jamais où justement il faut aller de l'avant, être derrière ses assurés, ses clients, les aider à se développer. C'est le moment d'oser. Donc c'est ce que nos équipes font le mieux possible. Je crois qu'il faut aider la clientèle à relever des challenges nouveaux, justement dans un environnement très difficile. Et on s'était fixé il y a 3 ans un objectif d'atteindre 25% de parts de marché. On les a atteints, donc maintenant il faut les conserver, essayer de faire un peu mieux. Et puis tout ira bien. D'accord, donc garder la dynamique et finalement absolument. Continuer. Monsieur Houdard, je vous remercie. Chers internautes, cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière émission, toujours ici en direct des rencontres Amrail 2013.